Je vous propose de commencer cette audition. C'est normal qu'il y ait un écho. Habituellement, il n'y a pas d'écho, mais bon. Bon, eh bien, écoutez, mes chers collègues, avant de commencer cette audition, je voulais vous remercier déjà pour tous les messages de sympathie que vous m'avez envoyés depuis la semaine dernière, puisque, comme vous le savez, lors d'une immersion avec les forces spéciales, j'ai eu l'occasion d'être appelé à l'ordre par les lois de la gravité, avec un atterrissage un peu brutal. Et cet accident me contraindra un peu à une mobilité réduite jusqu'à mi-juillet, mais je veillerai à ce que le fonctionnement de la commission n'en soit pas impacté. En tout cas, aujourd'hui, nous poursuivons notre cycle d'audition sur la défense globale en ayant le plaisir d'accueillir M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et du numérique. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre présence ce jour parmi nous. Je crois qu'il est assez inédit pour la commission de la défense d'auditionner un ministre de l'économie. Et je dois vous confesser, monsieur le ministre, que dans le passé, quand le mot Bercy a été employé dans cette commission, ce n'était pas toujours de manière très flatteuse. Et je pense qu'il faut aujourd'hui corriger cette approche trop binaire, non seulement parce que depuis 2017, les lois de programmation militaire sont respectées à l'euro près, mais aussi parce que notre souveraineté financière est indispensable et que nous en sommes aussi responsables dans cette commission. Et enfin, parce que la défense est bien entendu l'affaire de tous. Et inversement, monsieur le ministre, nous comptons sur vous également pour faire passer le message, car parfois on entend que le ministère de la Défense, c'est le ministère de la dépense. Et je pense que chacun doit avoir conscience que la défense est une condition de notre prospérité économique, non seulement puisqu'elle est une assurance pour nos acteurs économiques en particulier, parce qu'elle est source d'innovation et parce qu'elle a des impacts économiques extrêmement positifs avec une industrie qui est peu délocalisée, et tout ceci pour seulement 2% du PIB. Après avoir auditionné votre collègue en charge de l'agriculture, qui comme vous a le mot souveraineté dans le titre de son ministère, et avant d'auditionner la semaine prochaine celui en charge de la santé, il nous a donc semblé important de pouvoir mieux comprendre le rôle de votre ministère dans la défense globale de notre pays. Bien entendu, on aimerait vous entendre sur la manière dont votre ministère se mobilise pour parvenir à l'économie de guerre souhaitée par le président de la République, pour faciliter la vie des entreprises de défense, pour sécuriser certains de nos approvisionnements stratégiques, pour travailler également sur la question du financement, sur lequel la Commission s'est déjà mobilisée au travers d'initiatives qui ont pu être prises dans le passé. Je parle bien entendu du financement bancaire et du financement également en capital, alors que, par exemple, cette semaine, les dirigeants de Preligens, pépite française de l'intelligence artificielle, notamment en matière de défense, indiquaient chercher un repreneur industriel à défaut de pouvoir lever des fonds. Monsieur le ministre, quelles sont donc vos contributions et propositions pour renforcer cette industrie de défense ? Sans être trop long, mes chers collègues, avant de laisser la parole à monsieur le ministre, je cite pêle-mêle également d'autres sujets qui pourraient nous intéresser, notamment la protection, la promotion de notre patrimoine économique stratégique. Et je pense que, monsieur le ministre, vous nous parlerez sans doute du cas d'Atos. Peut-être également, à l'occasion des questions, on pourra revenir sur le rôle un peu plus précis du ministère dans le cadre de la CIEMG, la Commission interministérielle d'export des matériels de guerre, où le ministère de l'économie a une voix délibérative. Le rôle de Tracfin, qu'on oublie parfois, mais qui est d'un des 6 services du premier cercle en matière de renseignement, et on ne peut pas envisager de lutte antiterroriste sans travailler sur les circuits de financement. Et puis on pourrait parler également de l'évaluation de la pertinence des sanctions économiques ou des sujets de défense économique. Vous l'avez compris en tout cas, monsieur le ministre, nous pensons que votre rôle en matière de défense est fondamental. C'est pourquoi je vous laisse désormais la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis très heureux de participer, je crois pour la première fois en 7 ans, à une audition de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale. C'est à la fois un grand honneur et un grand plaisir au regard de l'attachement que j'ai pour les forces armées et pour les questions de défense. L'objectif de souveraineté, vous le savez, est devenu le pivot de notre politique économique en faveur de la réindustrialisation et du développement des entreprises. Je pense que le contexte récent, aussi bien sanitaire avec le Covid, que géopolitique avec l'Ukraine, ou économique avec les tensions commerciales auxquelles nous assistons entre la Chine et les États-Unis, nous pousse à placer cet enjeu de souveraineté comme une des priorités de notre politique économique. La première conséquence que nous en tirons, c'est que nous organisons, depuis le Covid, une moindre dépendance de notre industrie à des chaînes d'approvisionnement internationales pour les composants les plus critiques. On a pu voir pendant la crise du Covid certains grands fabricants industriels, je pense à l'aéronautique,
tout d'un coup s'apercevoir que les éponges de titane, ils ne savaient pas d'où elles venaient, ils ne savaient pas comment ils pouvaient s'en procurer, et sans éponges de titane, il n'y a évidemment pas de réalisation aéronautique possible. Nous avons donc engagé toute une stratégie de désensibilisation à l'égard de certaines filières et de souveraineté sur un certain nombre de composants critiques. Désensibilisation de la filière aéronautique au titane russe, pour donner un exemple très concret, avec le projet d'usine de recyclage Éco-Titanium qui est cofinancé par l'État. Le rachat du fabricant de turbines pour les centrales nucléaires GIAST par EDF, qui nous a demandé 2 ans de travail intense pour parvenir aux résultats que nous avons obtenus il y a quelques jours. Ou enfin la relocalisation de la fabrication des médicaments les plus critiques, avec 100 projets financés dans France Relance, dont la réouverture d'une usine de fabrication de paracétamol, établissement sur la base d'une liste de près de 400 médicaments critiques dont les chaînes d'approvisionnement sont à sécuriser. La deuxième conséquence que nous avons tirée, c'est de défendre la maîtrise pleine et entière de nouvelles chaînes de valeur industrielle qui sont critiques pour notre industrie et pour sa décarbonation. Le meilleur exemple, c'est celui de la filière batterie. Je rappelle que nous étions dépendants à 100% de la Chine en 2019, alors que les batteries vont représenter près de 40% de la valeur ajoutée du véhicule électrique. Nous avons financé 5 projets de Gigafactory qui vont permettre à la France de devenir exportatrice nette avec les batteries les plus performantes du monde. 2 projets de batteries solides qui permettent 40% d'autonomie en plus peuvent être cités, Blue Solutions et Prologium. Avec la voiture électrique et la filière batterie, la France pourra passer d'une situation où elle achète du carburant pour plusieurs dizaines de milliards d'euros par an à l'étranger à une production autonome de batteries et d'électricité. Deuxième exemple que je peux donner, celui de la filière renouvelable. Nous sortons des fossiles d'ici 2050 grâce à une hausse de la part de l'électricité décarbonée dans notre mix énergétique de 27% aujourd'hui à 56% en 2050. Nous le faisons en construisant de nouveaux réacteurs nucléaires. Nous le faisons en construisant de nouveaux champs éoliens offshore fabriqués en France. Nous le faisons enfin en construisant des centrales solaires dont nous espérons demain produire les panneaux en France grâce à 2 projets de Gigafactory à Fos et à Ambar. Enfin, nous mettons en place, comme vous le savez, un crédit d'impôt industrie verte qui va financer de l'ordre de 20% des investissements en capital des projets de production de ces technologies vertes pour faire de la France, c'est mon objectif, la première économie décarbonée en Europe à horizon 2040. Cette résistance de l'économie hors défense passe également par un renforcement de notre dispositif national d'intelligence et de sécurité économique qui a été profondément rénové depuis 2019, avec 3 objectifs. Le premier, c'est de protéger nos actifs stratégiques d'une déstabilisation en captant les opportunités de partenariats internationaux bénéfiques et en maintenant le principe d'une économie ouverte. Le deuxième objectif, c'est de garantir nos chaînes d'approvisionnement. Le troisième, c'est de prévenir l'application d'une réglementation étrangère qui affecterait nos intérêts économiques, industriels et scientifiques. Pour cela, nous utilisons tous les moyens nécessaires pour surveiller et accompagner des entreprises, des laboratoires publics ou des infrastructures critiques. Ce dispositif nous a permis de détecter et de traiter près de 1000 cas de sécurité économique en 2023, soit 3 fois plus qu'en 2020, ce qui traduit et la montée en puissance de notre détection et la montée en puissance de la menace. Dans le détail, près de 50% des alertes sont de nature capitalistique, investissement, rachat. 40% des alertes concernent des risques sur les savoirs et savoir-faire stratégiques et 10% des alertes relèvent d'actions de déstabilisation ou de droit commun. Parallèlement, le gouvernement a également renforcé ses instruments d'action. Je pense à tout le travail de prévention qui est mené avec les agents du CICE, le service de l'information stratégique et de services économiques. Je pense au renforcement et à l'applicabilité de la loi du 26 juillet 1968, dite loi de blocage, que j'ai renforcée il y a quelques mois par le décret du 18 février 2022, qui crée un guichet d'accompagnement des entreprises, qui est rapidement monté en charge avec une centaine de saisines en 2 ans et une reconnaissance quasi systématique par les autorités étrangères de son action, l'objectif étant de se prémunir contre des demandes d'informations excessives ou sensibles au titre de procédures judiciaires ou administratives abusives.
troisième élément de renforcement, celui du décret du 12 mai 2024, qui permet de renforcer le dispositif de protection du potentiel scientifique et technologique de la nation, le PPST, qui permet d'empêcher des individus ou des entités mal intentionnées d'accéder au savoir et au savoir-faire sensibles, avec notamment des mesures de protection physique des sites sensibles. Fin 2023, 106 établissements du périmètre de compétences de mon ministère étaient adhérents à ce dispositif. Enfin, comme vous le savez, la France dispose désormais d'un des régimes les plus aboutis au monde sur le contrôle des investissements étrangers en France, le fameux dispositif IEF. Depuis 2019, j'ai d'abord décidé d'accroître le champ des activités qui sont soumises au contrôle IEF. La loi Pacte, en 2019, a étendu la procédure précisée, étendu les pouvoirs de police et renforcé les sanctions. J'ai également étendu le champ de contrôle aux activités de recherche et de développement sur les biotechnologies à la suite du Covid, à la recherche et au développement dans les technologies bas carbone, au regard de l'importance de la transition écologique, et aux activités d'extraction, de transformation et de recyclage de matières critiques. Je l'ai fait en janvier de cette année, 2024, au regard de l'importance de la maîtrise de l'intégralité de la chaîne de valeur, notamment sur l'électricité décarbonée, depuis les matières critiques jusqu'aux produits finis. J'ai également pris la décision d'étendre de façon permanente au franchissement du seuil de 10% de droits de vote dans une entité française cotée par un investisseur non européen. C'est un point absolument critique. Vous savez qu'auparavant, le seuil de déclenchement était à 25%. Je l'ai abaissé à 10% pour la crise du Covid et j'ai pris la décision de maintenir de manière permanente ce seuil à 10% pour avoir, par conséquent, un filtrage plus étroit. J'ai également renforcé les moyens humains avec désormais 30 personnes qui travaillent au quotidien en interministériel sur l'instruction des demandes au titre des investissements étrangers en France et le suivi des engagements. Si je donne les résultats de ce décret IEF pour 2023, nous constatons que cette activité est restée stable en 2023, avec 309 dossiers soumis à la Direction générale du Trésor, contre 325 en 2022, 328 en 2021, et avant le renforcement, c'était moitié moins, puisqu'on avait 137 dossiers qui étaient examinés en 2017. En 2023, j'ai autorisé 131 opérations d'investissement étrangers. 44% de ces autorisations ont été assorties de conditions pour préserver les intérêts nationaux, conditions qui sont strictes, qui touchent en général au maintien de l'activité sur le territoire national, à la préservation des actifs industriels, à l'investissement sur les sites concernés, à la poursuite des activités sensibles, à la protection des savoirs et des savoir-faire, à la gouvernance et à l'information de l'État sur le suivi des conditions. Lorsque ces conditions sont insuffisantes pour assurer la préservation de nos intérêts, l'opération peut être refusée. Et j'ai donc refusé un certain nombre d'opérations en 2023. Je pourrais donner des exemples, notamment sur une start-up française qui analyse les images satellites de défense par l'intelligence artificielle, ou certains éléments que je ne donnerai pas dans le détail pour ne pas gêner les entreprises concernées, mais lorsque des intérêts stratégiques sont en cause, la décision de refus est évidemment immédiate. Nous avons également renforcé depuis 2019 le contrôle de la mise en œuvre des décisions. Dès lors qu'il y a des conditions, il faut s'assurer que le respect des conditions est garanti, c'est le gage de la crédibilité du dispositif. En cas de manquement caractérisé à ce respect des conditions, je dispose de pouvoirs de police, injonction, sanctions pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires ou sanctions pénales, dispositif qui est pleinement efficace et qui est utilisé par l'État. Évidemment, au-delà du contrôle IEF, je n'ai aucune difficulté à marquer mon opposition préalable, avant même la demande IEF, à des opérations que j'estime préjudiciables à la souveraineté de l'État ou préjudiciables aux intérêts économiques de la nation. C'est dans ce cadre-là que je me suis opposé au rachat de la société Carrefour par Couche-Tard, car j'estimais que les producteurs agricoles français et la distribution alimentaire étaient en jeu. Et c'est dans ce cadre-là que je viens d'annoncer à la représentation nationale il y a une heure que, s'agissant de la cession de Biogarant, nous n'accepterions pas de repreneur qui ne donne pas de garantie absolue
et sur l'approvisionnement en générique et sur les sites industriels et les emplois qui vont avec, une trentaine de sites industriels représentant 8500 emplois. Si les éventuels repreneurs n'apportent pas toutes les garanties nécessaires sur ces 2 points, je mettrai mon veto à la cession de Biogarant. Enfin, la résilience de l'économie passe aussi par celle des services du ministère et des opérateurs sous son autorité. C'est la mise en œuvre de la loi Stratégie nationale de résilience, validée en avril 2002 par le Premier ministre, avec le recensement en cours de stocks stratégiques de l'État, la mise en place de plans de continuité d'activité au niveau du ministère. Enfin, le ministère de l'Économie et des Finances est également un acteur majeur du dispositif de sécurité des activités d'importance vitale qui est piloté par le SGDSN. Donc vous le voyez, pour ne pas être plus long dans ma présentation générale, que nous sommes pleinement mobilisés sur cet enjeu de souveraineté, qu'il est à la fois essentiel de garantir le développement des activités industrielles souveraines dans les secteurs aussi stratégiques que sont l'intelligence artificielle, le calcul quantique ou la transition écologique, et qu'il faut dans le même temps, ce à quoi je m'emploie depuis 7 ans, éviter tout rachat d'actifs stratégiques par des intérêts étrangers qui pourraient menacer l'indépendance de notre nation. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces propos introductifs qui montrent toute votre mobilisation en matière de souveraineté, de puissance et de résilience. Mes chers collègues, l'audition devra se terminer à 17h45 avant l'audition de Thierry Breton à 18h. Et donc, je vais prendre directement les interventions des orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Mounir Bellamiti, si possible, pour une durée maximale de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Votre présence aujourd'hui devant cette commission témoigne de l'importance du rôle du ministère de l'économie pour la consolidation de notre défense globale, par son soutien aux industries de défense, bien évidemment, mais plus largement par son action sur des secteurs clés tels que la cybersécurité, l'intelligence artificielle ou encore la santé. Ces domaines essentiels à notre souveraineté nationale nécessitent la présence d'entités économiques de premier plan, dotées de la force et de la compétitivité nécessaires pour se distinguer à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, avec mes collègues du groupe Renaissance, nous observons bien évidemment avec intention et parfois avec inquiétude des situations comme celle d'Atos, dont certaines activités revêtent un caractère réellement stratégique pour le pays, comme celle également de Préligence, entreprise innovante dans le domaine de l'intelligence artificielle, qu'une insuffisance de financement susceptible de soutenir son expansion contraint à trouver un acheteur. Ou encore le cas de Biogarant, qui souligne les enjeux majeurs liés à l'accès aux médicaments génériques. Face à ces défis, quelle autre solution que de former des géants français et européens dotés de capacités financières robustes pour soutenir notre indépendance stratégique ? Dans cette perspective, ma question est donc la suivante. Comment le gouvernement compte-t-il concilier la liberté économique avec la préservation de nos intérêts stratégiques nationaux ? Quelles mesures spécifiques envisagez-vous pour renforcer le financement et le soutien de nos entreprises stratégiques afin de garantir à la fois leur croissance et notre autonomie nationale? Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Je vais peut-être donner l'exemple, pour répondre au député Bellamiti, des 2 sujets qui ont été soulevés. Le premier, c'est celui de Préligence, une start-up française qui analyse des images satellites de défense pour l'intelligence artificielle. L'entreprise est à vendre. Il y a une grande entreprise française qui est candidate, Safran pour ne pas la citer. D'autres pourraient l'être également. C'est, à mes yeux, une très bonne nouvelle que nos grandes entreprises puissent investir dans des start-up à succès comme celle-ci. Je préfère évidemment cette option à celle où nos start-up sont rachetées par des fonds d'investissement étrangers. Sur Atos, je suis le dossier Atos depuis des mois. Et je suis le dossier de très près. Je vois que certains se sont émus que je ne sois pas intervenu plus tôt. Je mets ça sur le compte de la méconnaissance du dossier, parce qu'intervenir trop tôt, c'est évidemment voir l'État payer à la place des banques ou à la place des créanciers. Et je n'ai pas vocation à payer avec de l'argent du contribuable à la place des créanciers ou à la place des banques. Donc j'interviens au dernier moment, ce qui ne m'empêche pas de suivre le dossier de très près, pour sauver les activités qui sont absolument stratégiques. Mais une fois encore, l'État n'a pas à prendre la place des créanciers ou des banques en la matière. Sinon, c'est lui qui prend la charge de la dette sur son dos et sur le dos des contribuables. N'empêche que depuis plusieurs mois, nous sommes, avec mes équipes, totalement mobilisés sur ce dossier Atos. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un grand groupe industriel, avec 10 000 emplois dans le pays.
En deuxième lieu, parce qu'il y a certaines activités qui sont stratégiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a dans Atos des activités qui sont totalement stratégiques, que seul Atos est capable de faire. Je pense à la cybersécurité ou au supercalcul. Et puis il y a d'autres activités qui sont totalement communes. Et je n'hésite pas à employer ce mot, qui peuvent être gérées par d'autres entreprises. Et il y a d'ailleurs d'autres leaders en France qui sont parfaitement compétitifs. Donc ne faisons pas d'Atos une grande entreprise au périmètre totalement stratégique sur les activités sensibles. C'est faux. C'est une entreprise importante, représentant beaucoup d'emplois, dans laquelle il y a des activités qui sont communes, je pense à l'infogérance, et il y a certaines activités qui sont critiques, je pense à la cybersécurité ou au supercalcul. À partir de là, quelle était ma responsabilité ? Elle était double. D'abord, de garantir la sécurité des activités stratégiques. Et en deuxième lieu, de m'assurer qu'il y ait un repreneur qui garantisse la préservation du maximum d'emplois et d'activités sur notre sol. J'ai donc mobilisé, dès la fin de l'année 2023, le CIRI, le comité interministériel aux restructurations industrielles, pour accompagner l'ensemble du groupe Atos et dégager des solutions pour restructurer la dette. L'énorme sujet d'Atos, c'est évidemment le montant de sa dette. J'ai également décidé, dès le 9 avril 2024, de prendre une action de préférence pour que l'État ait un droit de veto sur toutes les activités sensibles du groupe et qu'elle ne puisse pas être cédée, dans le cadre de cette cession, à un repreneur qui ne correspondrait pas aux attentes de l'État. J'ai également consenti un prêt de 50 millions d'euros aux côtés des 400 millions d'euros apportés par les banques. J'ai franchi une étape supplémentaire le 28 avril en signant une lettre d'intention pour acquérir toutes les activités de souveraineté d'Atos. Toutes les activités de souveraineté d'Atos sont donc en cours de contrôle par l'État et par des entreprises choisies par l'État. C'est l'Agence des participations de l'État qui, sous mon autorité, va mener cette opération. Je préfère que l'État, je le dis très simplement, ne soit pas seul. Et donc nous menons des discussions avec l'entreprise sur les modalités de la vente avec d'autres industriels français qui sont intéressés à rejoindre le tour de table. Mais on aurait du coup, pour les activités sensibles d'Atos, l'État et des investisseurs industriels français. Quatrième étape, j'ai également demandé que soit cédée l'activité Worldgrid, qui assure le système de contrôle-commande des centrales nucléaires françaises. Il me paraît important que ce système de contrôle des centrales nucléaires françaises restent entre les mains de la future entité qui associera l'État et des grands groupes industriels français. Mon objectif est donc clair, garder le contrôle exclusif de la France et de l'État sur les activités stratégiques d'Atos. Il y a désormais 2 offres qui sont en cours de discussion. Tout va dépendre des décisions qui seront prises ensuite par les créanciers, par les banques, par les différentes personnes responsables de cette cession et par la proposition qui sera faite par le conseil d'administration d'Atos. Moi, ce que je souhaite, c'est évidemment que l'on garantisse la pérennité des emplois de Atos et surtout le développement de cette entreprise, le développement cohérent de cette entreprise. Voilà ce qui me paraît important dans l'étape qui vient, que nous puissions garantir que Atos, qui est une entreprise qui a des activités qui aujourd'hui réussissent à travers la planète, qui correspondent à des attentes d'un certain nombre d'acteurs économiques, puisse sécuriser ses emplois, se développer économiquement de manière cohérente dans les années qui viennent. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Laurent Jacobelli. Merci, Monsieur le Président. Heureux de vous voir à nouveau parmi nous, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nos entreprises de défense ont besoin de l'engagement stratégique de l'État. Vous le savez, certaines banques sont rétives à leur prêter de l'argent pour des questions de réputation. La loi de programmation militaire demande à ces entreprises de la défense de produire beaucoup, ce qui peut demander des investissements. Et donc, la bienveillance et la stratégie de l'État sont donc utiles. Vous le savez, le Rassemblement national propose de créer un fonds souverain pour aider les entreprises de la BITD, mais nous avons également soutenu la proposition d'un certain nombre de notre collègues de flécher une partie des fonds de l'épargne du livret A vers la défense. En somme, nous voulons que l'argent des Français aide la BITD française. Vous, Monsieur le Ministre, parlez souvent de souveraineté européenne. On voit bien que vous nous parlez d'un produit d'épargne européen, d'union des marchés de capitaux en Europe, de BITD
européenne. Bref, les Français vont payer à travers leur impôt, à travers leur épargne, à travers l'endettement. Endettement, monsieur le ministre, un mot qui doit résonner à vos oreilles, une partie de la BITD européenne. Mais quelles sont les garanties? Quelles sont les garanties que l'argent des Français servira aux entreprises françaises? Ne va-t-on pas, au contraire, permettre à des concurrents étrangers de se développer, à venir tailler des croupières à nos propres entreprises sur leur marché, et donc finalement, par un paradoxe tout macronien, créer du chômage avec l'argent des Français? Quels sont les garde-fous, monsieur le ministre, que vous avez prévus? Vous qui avez sauvé l'économie française, allez-vous sauver la BITD française? Merci. Merci, monsieur le ministre. Après avoir sauvé l'économie par la crise du Covid, ce que je revendique une nouvelle fois, pourquoi pas faire le nécessaire pour l'industrie de défense? Simplement, il faut bien poser le problème. Pendant la crise du Covid, le problème il était très différent. Oui, il fallait prendre des décisions en quelques heures et en quelques jours pour éviter l'effondrement de nos industries, de nos emplois, de nos ingénieurs, de nos capacités, et je l'ai fait. Donc je préfère le dire parce que j'ai peur que d'autres ne le disent pas. S'agissant de l'industrie de défense, je pense que le vrai sujet n'est pas le problème de financement de cette industrie. Quand vous regardez des entreprises comme Thales ou comme Dassault, elles n'ont pas de problème de financement. Le vrai problème, c'est les sous-traitants, un des premiers sujets qui peut se poser pour les PME. Et le deuxième sujet, c'est l'incapacité de l'Europe à se fournir en équipement militaire européen. Parce que voir que 80% des achats de défense en Europe sont des achats sur étagère américaine, moi, ça me fait mal au cœur. Bon, tant mieux, on se retrouvera là-dessus. Ça me fait mal au cœur. Je trouve que c'est à la fois irresponsable, c'est mauvais pour notre industrie européenne, et pour le coup, ça fragilise effectivement des start-up et des PME. Donc, je considère que l'important, c'est moins le financement du secteur que les sous-traitants fragiles qui, eux, pour le coup, ont du mal à se financer, d'où l'accompagnement indispensable des PME. Est-ce qu'il faut ensuite utiliser le livret A? Là, pour le coup, on aura un point de désaccord. Et ça fait partie du débat. D'ailleurs, le désaccord traverse, si on est tout à fait honnête, la majorité. Je ne suis pas favorable à ce que nous utilisions les fonds du livret A pour financer l'industrie de défense. D'abord parce que ça ferait un financement qui est très coûteux, parce que les financements du livret A sont coûteux. Et ensuite parce que la vocation première du livret A, c'est le financement du logement social. Et je pense qu'il est toujours risqué de détourner un produit d'épargne de son objet initial. Parce qu'après, on me dira qu'il y a d'autres activités dans d'autres domaines qui sont tout aussi sensibles, tout aussi stratégiques, qu'il faut financer par le livret A. Et au bout du compte, on va se créer un vrai problème sur le financement du logement social. Troisième remarque, ce qui me paraît absolument indispensable, c'est que les fonds européens soient aussi davantage sollicités. Nous nous sommes battus avec le président de la République pour que la Banque publique d'investissement, la Banque européenne d'investissement investissent dans la défense. Je sais que beaucoup de partenaires européens ne partagent pas cette ambition. Je pense qu'il est indispensable que la Banque européenne d'investissement finance l'industrie de défense européenne. Nous avons fait bouger les lignes avec les Allemands sur ce sujet. Je pense que nous pouvons aller encore plus loin. Enfin, toute dernière remarque, si on veut aider les PME, soutenir les start-up de la défense, il y a une urgence absolue à mettre en place l'union des marchés de capitaux. Pour qu'une start-up ou une PME française qui veut se financer puisse se financer partout en Europe avec les mêmes règles de solvabilité, les mêmes règles de faillite, ce qui aujourd'hui est loin d'être le cas, ce qui fait que notre financement, il est soit bancaire, soit en equity, mais limité aux seules frontières françaises, ce qui fait une profondeur de financement qui est tout à fait insuffisante. Donc je reconnais bien volontiers que cette question du financement est importante pour les sous-traitants. Je pense qu'une des solutions est une solution européenne. Je crois en troisième lieu qu'il serait hasardeux d'utiliser le livret A. Et ça fait partie des débats, j'imagine, qui doivent animer votre commission. Merci. Pour la France Insoumise, la parole est à Frédéric Mathieu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous nous avez parlé beaucoup entreprises.
même si la défense globale, ce n'est pas que ça. Mais quand même, restons un petit peu sur les entreprises avant de bifurquer sur autre chose. Atos, je fais partie personnellement des députés qui pensent que l'intervention a trop tardé. C'est pas le fruit d'une méconnaissance, contrairement à ce que vous avez esquissé tout à l'heure. C'est simplement que le Parlement n'a pas été du tout informé de manière précise tout au long de cette affaire et que nous sommes un certain nombre de députés, quels que soient les groupes, je dis bien quels que soient les groupes, avoir réclamé des informations. Je pense qu'Atos mériterait à lui seul une audition, puisque en effet, l'affaire est complexe et l'affaire est aussi affective, puisque ça renvoie aussi au patrimoine industriel français de longue date, je pense notamment à Bull. On parle entreprise, je vais parler vite fait des Forges de Tarbes quand même, qui est un bel exemple de l'État qui refuse d'être stratège et d'être pilote industriel puisqu'il faut laisser ça à la main du marché. Les Forges de Tarbes donc, ont hérité de l'activité munitionnaire qui était Agiat, donc groupe détenu par l'État. Activité munitionnaire qui a été expulsée de la sphère publique parce qu'elle n'est pas assez bankable, parce que ce n'est pas de la tech à haute valeur ajoutée. Et aujourd'hui, on découvre que des systèmes d'armes sophistiqués à plusieurs millions d'euros sans munitions, ça ne sert pas à grand-chose. Les Forges de Tarbes n'arrivent pas à produire les obus de 155 mm dont nous avons besoin et dont ont besoin nos commandes extérieures, notamment nos alliés ukrainiens. Et là, à mon sens, il y a quelque chose qui mérite d'aller plus loin que simplement le fait pour l'État de se tenir à l'écart de toute logique industrielle. L'État doit s'impliquer dans des logiques industrielles dans le secteur de l'armement, sinon on se retrouve face à des situations complètement ubuesques. Enfin, je disais, la défense globale, c'est plus que les entreprises, même pour le ministère des Finances, c'est aussi les collectivités territoriales. C'est les collectivités territoriales dont les bases fiscales ont été méticuleusement sabrées. Nos conseils départementaux ont été transformés en agences immobilières, puisque maintenant, leur seule recette, ce sont les droits de mutation. Et les communes également sont mises à la peine. J'aimerais également soulever un point particulier, le dernier point de mon intervention, Monsieur le Président. On n'a pas beaucoup de temps quand même, mais c'est important. La dette souveraine de l'État. La dette souveraine française, c'est des données qui datent de fin avril, est détenue à plus de 53% par l'étranger, sans qu'on sache exactement où ça en est. Là encore, on peut se dire qu'on a besoin de traçabilité de moyens publics pour savoir où est notre dette, puisque là, c'est un facteur de déstabilisation qui est absolument important si on n'y prend pas garde. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, alors vous me reprochez, monsieur le député, de m'occuper trop des entreprises, mais enfin, c'est un peu mon rayon. Hein. Le rayon défense, c'est un peu moins mon rayon. Donc je reste dans mon champ de compétences, c'est le fameux Ressortsprinzip, comme disent nos amis allemands. Alors s'agissant d'Atos, je maintiens ma position. C'est une entreprise privée. Donc si on veut savoir ce qui s'est passé chez Atos, il faut aller voir du côté des actionnaires, du conseil d'administration et du côté des gestionnaires d'Atos. Mais je n'ai pas l'habitude, comme État, de me mêler des affaires privées d'une entreprise. Lorsqu'il y a une difficulté, quel est le risque si l'État intervient trop tôt ? C'est tout simplement qu'ils reprennent la dette sur ses épaules. Moi, je le fais pour les entreprises publiques. Je l'ai fait pour la SNCF. 35 milliards d'euros de reprise de dette. C'est normal, c'est une entreprise publique. Quand Air France est en difficulté, je n'hésite pas à mettre la main à la poche. Hein. Je ne suis pas un affreux libéral défoncé, je vous rassure. Donc je n'hésite pas à faire intervenir l'État lorsque c'est nécessaire. Je l'ai fait pour Renault, où je suis actionnaire. Pendant la crise du Covid, on a mis 5 milliards d'euros sur Renault. Ça ne me dérange pas du tout, parce que ça permet de sauver les activités. Mais quand l'entreprise est 100% privée, que l'État n'a absolument aucune participation, je n'ai pas à solder avec l'argent du contribuable les mauvais comptes d'une entreprise privée. Et je ne le ferai pas. C'est trop facile. Alors quand ça va bien, les actionnaires, me direz-vous, s'en mettent plein les poches. Et quand ça va mal, il n'y a pas de problème, l'État vient à la rescousse. Non, trop facile. La restructuration de dette, c'est le rôle de l'entreprise. Sinon, je reprends la dette, et lorsqu'il y a une restructuration, c'est le contribuable qui paye. Ce n'est pas possible. Donc j'interviens uniquement lorsque sur une entreprise privée, il y a des activités stratégiques qui pourraient être menacées, et je les récupère. Donc voilà pourquoi nous intervenons plus tard. En revanche, je rappelle qu'il y a une mission qui est menée par le Parlement sur ce sujet. J'ai déjà été auditionné par le Sénat sur le sujet d'Atos. Je suis évidemment à votre pleine et entière disposition pour répondre là-dessus. S'agissant des Forges de Tarbes, le site aujourd'hui est à l'arrêt. Vous savez qu'il y a un client unique qui est Nexter.
voit typiquement le genre de dossier sur lequel, effectivement, il est de ma responsabilité de chercher une solution. Donc, nous essayons de trouver une solution avec les services, parce qu'on est sur une activité qui est sensible pour l'État. On travaille à trouver une solution alternative. Et je rappelle que sur d'autres sujets, moi je n'hésite pas à ce que nous investissions. Je vous ai cité l'exemple des batteries électriques, enfin les 4 gigafactories représentant 20 000 emplois, c'est notre création. Enfin, c'est nous qui avons lancé cette initiative avec mon homologue allemand et des partenaires privés français et allemands. Total, Saft, Siemens et un certain nombre d'autres acteurs. Je pourrais vous donner l'exemple de la fabrication de poudre. Le président de la République a inauguré il n'y a pas très longtemps le nouveau site de Renco à Bergerac. C'est typiquement le genre d'activité que l'on soutient et qu'on relance. Donc dès lors qu'il y a une activité stratégique, je veux vous rassurer là-dessus, le rôle de l'État est bien d'intervenir, parfois de participer au capital et au financement, et en tout état de cause, s'assurer du bon développement de l'activité économique de l'entreprise. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Louis Thiriot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il ne vous étonnera pas que je vous interroge sur le financement de l'industrie de défense, puisque vous savez que c'est un sujet sur lequel j'ai participé à plusieurs missions. Les difficultés de financement de l'industrie de défense, vous l'avez dit fort justement, ne concernent pas les grands ensembliers, ça concerne les PME et les start-up dont on souhaiterait qu'elles deviennent des ETI ou des licornes. Il faut distinguer deux choses. Le financement bancaire et le financement en fonds propres. Je ne vous cache pas que je ne comprends pas votre opposition à l'usage du livret A, parce que dans l'esprit des différentes propositions de loi que nous avions présentées de manière transpartisane, cela concernait la part non réglementée du livret A et pas la part fléchée vers le logement. Donc ça n'avait aucun rapport. L'important, c'était moins les sommes que ça permettrait de donner que d'avoir un effet symbolique de dire l'État tient vraiment à ce qui est financement de l'industrie de défense, puisqu'on sait les réticences d'un certain nombre d'acteurs bancaires. Et votre collègue Sébastien Lecornu, ici, en avait d'ailleurs évoqué en menaçant de faire du name and shame sur l'un des grands acteurs bancaires de la place. Le deuxième sujet sur le financement, c'est le financement en fonds propres, en equity, avec les risques qu'on connaît, risques réputationnels, cycles de marché qui ne sont pas les mêmes que la durée moyenne d'un fonds, donc problématique d'exit et problématique des IEF. Je me félicite que vous ayez prolongé le seuil de 10%. Vous vous rappelez que je m'étais battu pour que nous le mettions en place. Nous en avions parlé, je vous avais interrogé là-dessus. Mais certains investisseurs en fonds propres hésitent à aller sur le secteur de la défense en disant comment pourrons-nous sortir. Donc ma question, Monsieur le Ministre, est: où en sont vos réflexions pour qu'on ait un outil financier, un fonds, alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, ou un fonds de fonds qui puisse permettre d'accompagner durablement ces entreprises? Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir aussi à un label défense et souveraineté qui permettrait d'avancer sur ce sujet majeur? Merci, Monsieur le Ministre. Je vous rejoins sur tous ces points, une fois encore, à l'exception du livret A. Je vous redis mes très grandes réserves. Je sais que je suis proche de Sébastien Lecornu et du ministre des Armées, mais il peut nous arriver d'avoir des tout petits points de différence d'appréciation. Sur le livret A, je pense vraiment qu'il faut garder le livret A pour le financement du logement social. Sinon, on va ouvrir la voie à une requalification des usages du livret A trop large, à mon sens. Deuxième remarque, je pense que les messages nécessaires ont été passés aux banques. Je n'ai pas aujourd'hui d'industriels de la défense qui me signalent des problèmes majeurs de prêts dans leur secteur. Donc je vais refaire évidemment le tour là-dessus, mais ce n'est pas le problème majeur que j'ai identifié. En revanche, là où je vous rejoins totalement, c'est qu'on a un vrai problème de financement en fonds propres, qui est le problème de l'économie française et le problème de l'économie européenne de manière générale. C'est-à-dire que pour des financements, sur des investissements aussi lourds que l'industrie de défense, ça vaut aussi pour l'IA, ça vaut pour la transition écologique, de toute façon, le financement bancaire n'est pas à la hauteur et n'est pas à la maille. Donc il faut massivement développer le financement en fonds propres. Nous nous y employons à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne. On l'a fait d'ailleurs de manière assez efficace
d'un point de vue de l'aéronautique civile, avec le fonds sur l'aéronautique civile que nous avons mis en place, qui marche très bien. Il faut voir ce qu'on peut développer pour la défense de similaire. Enfin, je salue la position que vous aviez prise sur le seuil de 10%. Je me rappelle la position que vous aviez prise sur ce sujet. Je pense que réduire la maille de 25 à 10% de franchissement du seuil sur la détention du capital de l'entreprise est de nature à sécuriser nos actifs stratégiques. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Jean-Pierre Cubert-Taffon. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, merci, Monsieur le Ministre, de votre présence parmi nous. Le contexte géopolitique nous oblige à adapter notre stratégie de défense et par conséquent son financement, qui demeure un sujet essentiel et qui implique directement le ministère de l'économie sur le sujet. Ainsi, depuis le passage de la France en économie de guerre, annoncé par le président de la République, le ministère de l'économie doit conjuguer une augmentation des investissements dans son industrie de défense avec un contexte économique délicat. J'en veux pour exemple l'investissement prévu à hauteur de 500 millions d'euros à Bergerac, chez Eurenco, dont vous avez parlé, et d'ailleurs où vous étiez à l'inauguration, Eurenco qui doit permettre de consolider notre souveraineté en matière industrielle. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous la conciliation entre l'économie de guerre, qui suppose des investissements massifs dans notre industrie de défense, et un contexte économique compliqué? Je vous remercie. Action politique plus large à laquelle je vais donner mes convictions. Je considère, je l'ai dit dans d'autres cadres, que nous devons passer d'un État-providence à un État protecteur. L'État-providence est celui qui a comme objectif d'apporter le maximum de protection sociale, de redistribution, de chèques au plus grand nombre de personnes. Pas toujours d'ailleurs celles qui en ont nécessairement besoin. Et cette extension sans limite de la redistribution sociale dans notre pays a affaibli les capacités d'investissement de l'État dans la protection. Et il y a deux protections qui me paraissent totalement indispensables, la protection contre le changement climatique et la protection contre les risques géopolitiques. Les deux vont coûter très cher dans les années à venir. Donc si on ne redéfinit pas le sens de l'État, je pense qu'on n'apportera que des réponses de court terme. Moi, ma réponse, c'est de vous dire que nous devons basculer d'un État-providence, dont l'unique objectif est d'étendre la protection sociale, à un État protecteur qui cible son action sur la défense, la sécurité, la lutte contre le changement climatique. C'est ça, dans le fond, le grand arbitrage qu'il faut être capable de faire. Aujourd'hui, nous avons, sous l'impulsion du président de la République, pris des décisions sur la loi de programmation militaire. Nous avons doublé le budget des armées en l'espace de 10 ans. C'est un effort considérable qui est sans équivalent. Nous avons remis les armées françaises à niveau. Et je n'ai jamais, comme ministre des Finances, discuté cet effort. Jamais, jamais, jamais. J'ai toujours soutenu les besoins en équipement et en investissement des armées. Parce que je pense que c'est indispensable à la protection de nos compatriotes. Simplement, gouverner, c'est choisir. Si on fait ce choix de protection, il faut être capable de limiter un certain nombre de protections sociales, de revenus de redistribution qui sont accordés aujourd'hui. Tout n'est pas possible. Et laisser entendre que tout est possible, ça mène à quoi? Ça mène à un endettement qui va devenir à un moment donné insoutenable. Et ça nous amène à mettre beaucoup d'argent sur le financement des intérêts de la dette. À l'heure où je vous parle, 52 milliards. On serait mieux à mettre 52 milliards sur des équipements de défense plutôt que sur la charge des intérêts de la dette. Donc à un moment donné, je pense que nous sommes arrivés à ce moment, il faut faire ces choix. Il faut en débattre, il n'y a pas d'urgence absolue, c'est des choix qui sont compliqués, parce que tout le monde est d'accord pour investir dans la défense. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut mieux protéger face au changement climatique. Mais dès qu'on dit qu'on va renoncer à telle prestation sociale, là, il y a moins de gens autour de vous. Quand vous dites qu'il faut renoncer à telle aide exceptionnelle, par exemple, quand j'ai annoncé en janvier 24 qu'il fallait réduire le bouclier tarifaire sur l'électricité, parce que c'était un bouclier exceptionnel et qui n'avait pas vocation à durer, je me suis retrouvé tout d'un coup bien seul. Mais c'est ma conviction très profonde de responsable politique, l'État-providence qui, dans le fond, a été la structuration de notre État depuis un siècle,
doit laisser la place maintenant à un État qui protège face à des menaces nouvelles, qui n'ont jamais été aussi fortes, des menaces géopolitiques, la guerre pour ne pas la nommer, et des menaces climatiques, avec l'accélération du changement climatique qui pénalise beaucoup de nos compatriotes. Merci, monsieur le ministre, pour cette vision d'ensemble sur le fait de passer d'un État-providence à un État-protecteur. Je pense qu'une des difficultés à laquelle on doit s'atteler, c'est que quand on a l'État-providence, chacun voit des espèces sonnantes et trébuchantes qui arrivent sur son compte bancaire, alors que l'État-protecteur apporte un bienfait collectif et qui est plus difficilement mesurable. Et donc je pense que tout l'enjeu, c'est d'arriver à montrer à nos concitoyens qu'ils ont un intérêt individuel à ces bienfaits collectifs. Et la théorie économique a même bien théorisé le sujet de la tragédie des communs pour le financement des communs qu'on a tous ensemble. Et donc je pense que ça sera un sujet important, à mon sens, pour les prochaines années. Et sans transition, je passe donc maintenant la parole à Fabien Roussel pour la gauche démocrate et républicaine. Ça va. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais quand même rester sur le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, qui nous préoccupe, qui préoccupe beaucoup de salariés, c'est Atos. 10 000 salariés, une entreprise importante et avec des activités stratégiques. Ce que je ne comprends pas bien, Monsieur le Ministre, je vous ai interpellé plusieurs fois, nous avons eu l'occasion d'échanger, c'est que, et vous avez été auditionné par mon collègue Fabien Gay au Sénat là-dessus, il y a des activités stratégiques, on est d'accord, cybersécurité, supercalculateur. Et vous parlez à côté d'activités communes, soit dit, ce qui voudrait dire que ce seraient des activités non stratégiques, non importantes, qui ne touchent pas à notre souveraineté. Il y a pourtant dans Atos des activités qui nous semblent, nous, stratégiques, importantes pour notre souveraineté, dans le champ de la protection sociale et de la santé, dans le système informatique de la carte vitale, dans la question des transports notamment, dans la sécurité des transports, sur le portail informatique des douanes, etc., etc. Et donc, vous dites que l'État protège, mais êtes-vous prêt à laisser toutes ces activités dans les mains d'un milliardaire tchèque qui est aujourd'hui aux avant-postes pour reprendre ces activités? C'est une question. Parce que vous dites, fini l'État-providence, on veut un État qui vous protège, mais ce qui se dit dans le pays, c'est tout fout le camp. Alors, que fait-on pour protéger ces activités qui nous semblent, nous, essentielles? Et s'il y avait un État qui protège, ces activités seraient restées dans le champ public. Or, aujourd'hui, un investisseur étranger, le Tchèque Kretinsky, est aux avant-postes. Et il y a aussi à côté un investisseur français dont c'est le métier, M. Layani, de l'entreprise OnePoint. Donc, est-ce que l'État va pouvoir agir? Enfin, concernant le financement de notre industrie de défense, de notre industrie tout court, il serait bien de pouvoir faire appel à une institution publique européenne qui pourrait prêter directement aux États sans passer par les marchés financiers sur la base de critères politiques définis par les nations et qui pourrait prêter à taux zéro ou négatif, ce qui permettrait de financer effectivement tous les grands défis que nous avons à relever, tant le défi écologique que celui de l'armement. Il y a là des sources de financement qui existent. C'est tout le débat que nous avons aux élections européennes et que je défends avec mon collègue Léon Desfontaines, tête de liste de la gauche unie. Merci. Merci pour la minute de pub, monsieur le ministre. Alors, on va peut-être prendre le temps d'aller sur le fond du sujet qui est un sujet majeur sur lequel je voudrais laisser aucune espèce d'ambiguïté. Une fois encore, Atos est une entreprise privée, à capital exclusivement privé, où l'État n'a jamais eu une seule action. Donc nous sommes intervenus le plus tôt possible, mais pas trop tôt pour éviter que la restructuration de la dette, qui est le problème des gestionnaires d'Atos et des actionnaires d'Atos. L'actionnaire ne peut pas gagner à tous les coups. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, M. Fabien Roussel, et je pense que vous partagerez cet avis-là. Si l'État intervient trop tôt, ça veut dire que l'actionnaire il est gagnant à tous les coups. Quand ça marche bien, il empoche les dividendes.
Quand ça marche mal, l'État vient à la rescousse. Ce n'est pas ma conception de l'État. Je suis gardien des deniers publics et gardien de l'investissement des contribuables. Deuxième chose, il y a effectivement chez Atos des activités, je l'ai redit, stratégiques, vous avez parfaitement cité. Je pense aux supercalculateurs, je pense aux supercalculateurs qui sont dans BDS, je pense au contrôle commande WorldGrid. Toutes ces activités, j'ai déjà annoncé que soit elles seraient reprises par l'État, j'ai fait une offre sur le sujet, soit elles seraient reprises par des grands industriels français en liaison avec l'État et avec l'Agence des participations de l'État, soit elles seraient reprises par, pour WorldGrid, EDF ou des entreprises labellisées par EDF, qui est à 100%, je le rappelle, sous contrôle public. Donc les Français ont l'assurance qu'il y a le maintien de la souveraineté nationale sur toutes les activités sensibles d'Atos. Après, ce que j'appelle les activités communes, c'est effectivement l'infogérance, la gestion d'un certain nombre de données. Je ne dis pas que l'activité en elle-même est commune, je dis juste que la technologie peut être exercée par d'autres acteurs. Vous avez parfaitement raison de dire que là-dedans, il y a le système informatique de la carte vitale, bien sûr. Mais on va se parler très franchement, si demain Atos fait défaut, j'ai sous la main soit Capgemini, soit Soprasteria, c'est-à-dire d'autres entreprises nationales qui peuvent reprendre ces activités sans aucune difficulté. Il y a d'autres acteurs qui sont très performants sur l'infogérance en France. Donc ça n'est pas absolument vital que, c'est le cas de le dire, Atos garde le contrôle de ces activités ou que l'État garde le contrôle de ces activités, car nous avons d'autres acteurs nationaux qui pourraient le faire. Ensuite, sur les repreneurs, je n'ai pas à choisir entre les repreneurs. Il y a un mandataire judiciaire qui est en train d'examiner avec les actionnaires, avec les créanciers obligataires, avec les banques, quelle est de l'offre de Daniel Kretinsky ou de l'offre de David Layani la meilleure offre. Et c'est, je le rappelle, aux mandataires judiciaires, aux créanciers obligataires et aux banques de faire leur choix. Ils sont en train de faire ce choix. Moi, la seule chose qui me préoccupe, c'est le développement des activités qui vont rester dans le champ d'Atos et la cohérence de ces activités. Et donc, je veille à ce que, quelle que soit l'option qui soit retenue, Atos puisse continuer à se développer de manière cohérente et de manière dynamique. Ils sont sur des marchés qui sont dynamiques aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'ils ne réussissent pas, et ma responsabilité, c'est de m'assurer que cela fonctionne. Par ailleurs, sur les repreneurs, il faut regarder les repreneurs, il faut regarder le financement des repreneurs aussi, si on est tout à fait honnête. Ça permet d'avoir une vue juste des deux offres. Seule question qui compte pour moi, et c'est pour ça que je me garde bien de trancher, parce que je vois des discours parfois un peu rapides sur les offres des uns et des autres. Je ne veux pas trancher entre l'un et l'autre, ça n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est de garantir la meilleure offre pour Atos, c'est-à-dire un financement suffisant qui permet de restructurer la dette, d'investir, de relancer les activités avec le plus de cohérence possible. Et je ne mets là-dedans, je vais vous le dire très sincèrement, aucun sentiment. Mon sentiment, il est pour les salariés d'Atos et pour l'activité d'Atos. Je n'ai de lien ni avec les uns ni avec les autres. Je dois rester l'arbitre impartial, sachant que de toute façon, c'est la mandataire judiciaire qui décide et que le rôle de l'État est simplement de garantir que, in fine, la solution qui est retenue garantit le bon développement économique d'Atos dans les années qui viennent. Merci, monsieur le ministre. Et enfin, pour le groupe Lyot, la parole est à Yannick Favennec-Becco. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, cette audition a le mérite de rappeler que la défense globale n'est pas l'affaire réservée du ministre des Armées, mais qu'elle doit mobiliser tout le gouvernement. Donc merci, monsieur le ministre, d'être devant notre commission cet après-midi. La réalité est que nos armées et les entreprises de notre industrie de défense font beaucoup pour notre économie. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le montant total des commandes à l'exportation de notre BITD, 27 milliards d'euros en 2022. C'est cette industrie de défense qui tire les exportations françaises vers le haut, dans un contexte budgétaire contraint et avec un déficit commercial de 100 milliards d'euros. Cette contribution est tout sauf anecdotique. Alors oui, l'industrie de défense fait beaucoup pour notre économie, mais monsieur le ministre, que fait notre économie ? Que fait Bercy pour notre industrie de défense ? On ne doit pas être dans une relation à sens unique.
les acteurs de la défense ont besoin de gages et de mesures concrètes. Ma question concerne le besoin en financement du secteur de défense. Cette question revient en boucle. On l'a entendu depuis le début de cette audition, mais elle est indispensable si nous voulons vraiment aller vers une économie de guerre. Je sais qu'il y a un travail de Bercy, notamment de la Direction générale du Trésor, et je sais que des référents défense sont mis en place pour assurer le lien entre BITD et banque, mais les choses évoluent peut-être trop lentement. On voit bien qu'il y a toujours des difficultés pour obtenir des crédits bancaires, pour accéder au financement en fonds propres. Le manque de capitaux est presque un mal chronique français et il touche de plein fouet la défense. Les parlementaires, et j'en faisais partie, avaient proposé un fléchage du livret A. L'option a donc été laissée de côté, dont acte. Mais aujourd'hui, quelles sont les solutions concrètes que vous mettez sur la table, Monsieur le ministre? Est-ce que d'autres acteurs institutionnels vont être mobilisés? Et je pense notamment à BPI France, ou encore à la Caisse des dépôts. Et le marché français de la défense attire beaucoup, parfois trop. Comment est-ce qu'on protège nos entreprises contre des risques de rachat? Est-ce qu'il y a un contrôle renforcé du ministère de l'économie sur les investissements étrangers dans ce secteur? Je vous remercie. Merci. Avant de laisser Monsieur le ministre répondre, je précise que le temps nous permet de prendre une ou deux questions si vraiment quelqu'un a un point complémentaire. Monsieur le ministre. Pardon. Je vais être plus rapide sur la question, parce que sur la dernière question, la réponse est évidemment oui. Je pense avoir montré que nous avons pris toutes les décisions pour renforcer les contrôles au titre du décret IEF. S'agissant du financement, premier élément de financement par le ministère de l'économie et des finances, nous sommes actionnaires de beaucoup d'entreprises de défense. Je pense à Thales, je pense à Airbus. Ça nous donne évidemment le moyen de soutenir l'industrie de défense. Et je crois beaucoup, pour le coup, à cette participation de l'État dans les activités de défense stratégique. Deuxième chose sur laquelle je suis prêt évidemment à faire droit à la demande de la Commission de la Défense, nous demanderons aux banques de financer davantage les besoins en défense. Nous avons mis en place un référent défense qui a vocation justement à demander aux banques de financer davantage l'industrie de défense. Je pense que nous pouvons faire plus sur ce sujet et je suis tout à fait prêt à le faire. Le troisième point, je l'ai indiqué tout à l'heure en réponse à une autre question du Rassemblement national, je pousse la Banque européenne d'investissement et la Banque publique d'investissement à financer plus en fonds propres. Et je rappelle que c'est une des conditions que nous avions mises au soutien à la nouvelle présidente de la Banque européenne d'investissement, Mme Nadia Calvino, qui était mon homologue espagnol. Nous avons fixé deux conditions, le financement du nucléaire et de la recherche sur le nucléaire et le financement des activités de défense. Et Mme Calvino a tenu parole sur ces deux points. Enfin, je suis ouvert à une discussion avec la Caisse des dépôts sur ce sujet. Je pense qu'il est parfaitement légitime d'avoir une discussion sur ce sujet-là. En revanche, je continue à avoir une vraie incompatibilité entre la mobilisation du livret A, qui est un livret, je le rappelle, garanti, à taux fixe en fonction de l'inflation, et le financement d'une activité de PME de défense qui, par définition, est une activité plus risquée. Merci, Monsieur le ministre. Je ne vois plus de questions. Il me reste donc à vous remercier pour ce temps d'échange qui, j'espère, nous a permis de mieux comprendre, en tout cas de mieux comprendre votre rôle en matière de défense globale. Et encore, certains thèmes n'ont même pas été évoqués. Il nous a permis également de faire un point particulier sur le dossier d'Atos et sur la question du financement de la BITD. Bien entendu, nous comptons sur vous pour poursuivre votre mobilisation sur les sujets de défense nationale. Mes chers collègues, pour poursuivre le travail avec une dimension encore plus européenne, je vous propose de nous retrouver à 18 h pour l'audition